qui m'a fait particulièrement plaisir en étant sur place aux 2 sessions, c'est d'avoir rencontré des homologues journalistes étrangers. Par exemple, hier, j'ai rencontré en présentiel un journaliste du Soleil, le quotidien national sénégalais, qui a fait le déplacement en Chine pour couvrir les 2 sessions. Je l'avais en effet déjà interviewé une fois avant en ligne et là, pour la première fois, je l'ai rencontré en présentiel. J'ai également rencontré un journaliste de la République démocratique du Congo qui m'a parlé de ses attentes concernant des relations entre la Chine et des pays africains en termes politiques et commerciaux. Comment la Chine et l'Afrique peuvent-ils mieux coopérer ensemble? Peuvent-ils mieux travailler ensemble à l'avenir? Les 2 sessions de cette année pourraient nous donner quelques pistes. Et je les résumer en 2 mots, ouverture et sincérité. D'abord, ouverture. La Chine dit oui pour le commerce piloté par l'OMC et ouvre les bras aux produits africains. Les avocats frais du Kenya, les mandarines de l'Afrique du Sud, le bois du Gabon et de nombreux autres produits africains sont importés en Chine grâce à l'exposition internationale d'importation de Chine et aussi à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Et 2, sincérité. Cette année marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative La Ceinture et la Route et jusqu'à présent, la Chine a déjà signé des accords de coopération avec 52 pays africains. Cette initiative a facilité la croissance économique et amélioré les conditions de vie des populations le long des routes. Pourtant, on entend souvent parler d'un piège de la tête chinoise en Afrique. Cette expression suggère que les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route sont en effet exposés à des risques d'endettement. Est-ce la vérité? Je vais démontrer qu'en réalité, c'est de la désinformation. Selon la Banque mondiale, la Chine n'est pas le plus grand créancier de l'Afrique. Les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux représentent en effet près des 3/4 de la dette extérieure globale de l'Afrique. Ils sont les principaux créanciers de la dette africaine. Et la Chine s'est toujours engagée à alléger la dette, et surtout quand la Covid a ralenti les économies africaines. Par exemple, les pays africains les plus touchés par la pandémie se sont vus accorder une prolongation de la période de suspension de la dette. En plus, à l'occasion du 8e forum de coopération sino-africaine en 2021, la Chine a déjà annoncé une exemption de remboursement de 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains à la Chine et a promis de continuer à financer la construction d'infrastructures africaines. La Chine n'impose aucune condition politique à travers l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine s'est toujours engagée dans ce sens-là à aider l'Afrique à alléger la pression de sa dette et à participer activement à l'initiative d'allègement de la dette du G20. Le montant de l'allègement de la dette mis en œuvre par la Chine est le plus important des membres du G20. De plus, la Chine a signé des accords d'allègement de la dette ou est parvenue aussi à un consensus sur l'allègement de la dette avec 19 pays africains. Donc en tout, je résume, ouverture et sincérité. Les pans verts constituent une espèce menacée d'extinction avec une population de seulement 600 individus en Chine. Cette réserve naturelle dans la préfecture autonome de l'ethnie minoritaire Yi de Chuxiong est un sanctuaire pour ces oiseaux. Depuis sa création il y a 20 ans, toutes les activités humaines, comme l'exploitation minière, ont été interdites. L'amélioration de l'habitat des pans verts a été un moyen important de les protéger. Aujourd'hui, le gouvernement local explore des approches plus innovantes. En plus de surveiller les volatiles à l'aide de caméras infrarouges, les gardes forestiers essaient de compléter leur régime alimentaire en cultivant des végétaux dont ils sont friands. Leur nombre n'a cessé d'augmenter. En 2015, nous n'avons relevé la présence que de 56 pans. En 2021, par contre, nous en avons vu 267 sur nos caméras. Sur la voie de la modernisation, la Chine a mis l'accent sur l'harmonie entre l'homme et la nature. La protection du pan vert en est un exemple important. Lors de la phase 1 de la conférence COP15 en 2021, le président chinois Xi Jinping a annoncé la création des 5 premiers parcs nationaux du pays, regroupant près de 30% des principales espèces terrestres de la Chine. Et l'effort va bien au-delà de la conservation de la faune et de la flore.
De fait, d'autres actions portent sur la lutte contre la pollution et la désertification qui s'accompagnent souvent d'améliorations du système juridique. En mars 2021, une loi visant à protéger le plus long fleuve du pays, le Yangtze, est entrée en vigueur. Une autre loi concernant le fleuve jaune prendra effet le mois prochain. Alors que la pandémie de Covid-19 s'atténue, des villes comme Chuseong redoublent d'efforts pour favoriser la croissance économique. Mais le gouverneur de la préfecture affirme que l'environnement sera toujours une priorité absolue et prend pour exemple le pan vert. Par la suite, nous allons modérément étendre la zone protégée et renforcer la coopération avec les institutions de recherche scientifique. Cela nous permettra d'améliorer nos capacités de surveillance et de protection des pans verts. Nous travaillerons également très dur pour mettre en œuvre une législation en faveur de cette espèce emblématique. Monsieur Zhang est l'un des quelques 3000 députés de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême de la Chine. À l'approche de la session annuelle de la PN, il affirme qu'il présentera davantage de suggestions concernant le développement écologique. Le district de Yanjin est un district agricole traditionnel célèbre pour sa production de blé. Le gouvernement local a pris des mesures fortes pour intégrer profondément la production agricole avec la technologie 5G, les données massives et d'autres technologies. C'est maintenant la saison où le blé devient vert. La gestion de l'eau et des engrais, ainsi que la prévention et le contrôle des maladies et des nuisibles sont cruciaux. Depuis la mise en place de la plateforme d'agriculture intelligente 5G, notre coopérative a significativement réduit sa main-d'œuvre et ses coûts d'entrée. La plateforme peut surveiller les cultures tout au long du processus et peut également calculer la quantité d'eau, d'engrais et de pesticides qui doivent être utilisés au moyen d'algorithmes. C'est ce que l'on appelle un système de gestion intelligent de l'agriculture 5G+. En fonction de la température, de l'humidité, des précipitations et d'autres conditions, l'irrigation et la fertilisation peuvent être régulées avec précision. L'irrigation et la fertilisation peuvent également être contrôlées à distance. Un seul clic sur ce bouton suffit à déclencher l'irrigation de l'ensemble du champ. En s'appuyant sur la station de surveillance des nuisibles et la station de capture des spores installée dans le champ, la plateforme peut analyser et prédire avec précision l'apparition et le développement des nuisibles et des maladies des cultures et fournir aux agriculteurs des suggestions pour la gestion du champ, en réalisant ainsi une protection complète des cultures. En s'appuyant sur les données, nous pouvons parvenir à la surveillance météorologique et aux alertes précoces, à la prise de décisions informées de l'irrigation et de la fertilisation, du contrôle des nuisibles, etc. Ce qui nous permet d'améliorer la qualité et l'efficacité de la production. Les technologies permettent non seulement de développer l'agriculture moderne, mais aussi d'attirer davantage de travailleurs talentueux dans la production agricole. Ces dernières années, le district de Yanjin a attiré et formé des travailleurs agricoles talentueux et davantage de nouveaux agriculteurs professionnels ayant des connaissances en technologie et en gestion sont devenus la force principale dans la culture des céréales. Les preuves statistiques montrent que dans le district de Yanjin, après l'application de la technologie agricole intelligente, la production moyenne de céréales a augmenté d'environ 30% et le revenu moyen a doublé. Regardez cette intersection en Chine et vous verrez beaucoup de plaques d'immatriculation vertes. La Chine est le plus grand marché des véhicules électriques. Lors d'un forum du secteur qui s'est tenu en février, l'ancien ministre chinois de l'industrie et de la technologie de l'information a fait part de son optimisme quant à l'avenir du secteur. L'année dernière, la Chine a produit plus de 270 millions de véhicules et les véhicules électriques ont représenté 25,6% d'entre eux. J'estime que cette année, les véhicules électriques pourraient atteindre les 30%, ce qui correspond à environ 9 millions de véhicules électriques, voire 10 millions en étant optimiste. Dans la ville de Wuxi, dans l'est du pays, un nouveau véhicule sur 3 vendu est un modèle électrique. Mais il y a des craintes que la croissance agressive de l'industrie puisse rencontrer un obstacle. Accéder aux stations de recharge est un facteur majeur influençant les décisions des gens de passer à l'électrique. La construction de ces stations est non seulement décidée par la demande des consommateurs, mais aussi par les politiques gouvernementales.
Le gouvernement municipal de Wuxi a indiqué que la ville avait fixé pour objectif de construire près de 100 000 nouvelles stations de recharge entre 2022 et 2024. L'objectif est de disposer d'une borne de recharge tous les 900 mètres dans le centre-ville et tous les 1,5 km dans les zones urbaines et tous les 3 km dans les régions périphériques. Un plan agressif avec son lot de défis. Il y a des zones périphériques où les opérateurs privés n'ont pas la volonté d'aller y construire des bornes de recharge. Et beaucoup comptent à la place sur les entreprises d'État pour aller investir dans les régions périphériques. Une filiale de la Société de services publics de Wuxi envisage de construire 300 stations de recharge à travers la ville d'ici 2024, chacune pouvant disposer jusqu'à 14 points de recharge. Un autre des plans d'avenir de l'entreprise est de construire ce que l'on appelle des points de charge super rapides. Voici notre poste de charge ultra rapide. Sa puissance maximum peut atteindre les 480 kW. Une charge de 5 minutes peut vous donner environ 250 km d'autonomie. Nous pensons que la demande du marché se renforcera à l'avenir. Actuellement, relativement peu de véhicules sont compatibles avec la recharge ultra rapide et de nombreux conducteurs craignent que le système n'endommage les batteries de leurs véhicules. Mais cette inquiétude n'est pas justifiée car les stations de recharge ne peuvent pas dépasser la capacité de la batterie d'un véhicule. La société d'approvisionnement en électricité de la ville est une autre entreprise d'État qui construit les sites de recharge. Elle a été chargée de développer une plateforme d'information couvrant le réseau de recharge des véhicules électriques urbains. Cet écran montre la répartition des sites de recharge à Wuxi, leur localisation, les fréquences d'utilisation et les durées de charge peuvent devenir des indicateurs qui soutiennent la prise de décision future par le gouvernement et les opérateurs. Ainsi, les opérateurs tant publics que privés peuvent bénéficier de données plus scientifiques pour développer leurs nouvelles installations. La transformation pour les véhicules électriques de Wuxi nécessitera que de nombreuses entreprises investissent en amont pour développer des infrastructures de recharge. Et les acteurs publics sont considérés comme des candidats naturels pour aider à combler le manque d'investissement.